toutes et à tous, et nous nous retrouvons cette année, ce mardi 23 mai 2023, ça sonne bien, 23 mai 2023, nous nous retrouvons ici à Sontexpo avec beaucoup de plaisir sur le plateau télé de FHP Direct, et les acteurs de la santé ont la parole, et nous nous retrouverons pendant ces 2 journées de congrès du célèbre salon Sontexpo, où sont réunis l'ensemble des professionnels de santé qui viendront donc sur notre plateau, et nous aurons des séries de dialogues avec chacune et chacun d'entre eux. Mais nous allons ouvrir ce débat. Ces débats, nous allons l'ouvrir par un sujet tout à fait central qui est celui de la santé mentale des enfants et des adolescents. Santé mentale des enfants et des adolescents, en soi, c'est un sujet important, mais l'environnement fait que nous sommes particulièrement attentifs à la santé des jeunes, et en particulier aux plus jeunes. Des mesures ont été prises, mais également des plus grands, en particulier des étudiants. Et pour ce faire, nous recevons Romaric Laville. Bonjour, vous êtes médecin. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous êtes pédopsychiatre, et vous êtes le directeur médical d'un institut, l'IEAJA, vous nous l'expliquerez, à Lyon. Et le professeur Chantal Stener, vous êtes pédiatre également, très centré, très intéressé, professionnel, notamment avec la Fondation Santé des étudiants de France, donc vous suivez tout particulièrement les étudiants. Madame Stener, la situation, et notamment les questions de pédiatrie, de pédopsychiatrie, effectivement, je le disais, ont toujours beaucoup intéressé à la fois les parents, la société d'une manière générale, mais peut-être avec une attention très particulière aujourd'hui, et en particulier après le Covid. C'est également ce que vous ressentez ? Alors, je pense que ce sont des sujets qui ont toujours intéressé, effectivement, mais là, la situation du post-pandémie a montré la fragilité des adolescents et des jeunes adultes, en particulier au niveau de la santé mentale. Donc c'est sûr que c'est une attention qui a été amplifiée par l'importance des consultations aux urgences, des difficultés, l'augmentation des tentatives de suicide et d'un certain nombre de difficultés comme les troubles des conduites alimentaires, les douleurs chroniques, etc. Tout ce que l'on appelle en fait les risques psychosociaux sont particulièrement, ont été particulièrement développés, en tout cas ont émergé dans cette période, comme vous le dites, post-crise sanitaire. Je pense que pendant la crise sanitaire. Ça avait commencé à augmenter un petit peu avant la crise sanitaire. Pour quelle raison ? Sur le plan médical et scientifique, épidémiologique, pour quelle raison ? Ça c'est une question très très difficile. Je pense que la réponse n'est pas univoque. Il y a un certain nombre de facteurs. Des facteurs environnementaux, je dirais, avec ce qu'on propose à nos jeunes actuellement, c'est-à-dire que déjà on leur en met beaucoup sur les épaules, hein, il faut qu'ils soient performants dans toutes les situations, bien sûr scolairement, mais aussi en sport, mais aussi il faut qu'ils s'investissent, etc. Il y a aussi des difficultés sur l'environnement, hein, la planète, que devient-elle, qu'est-ce qu'elle va être quand eux vont être adultes, la guerre qui arrive, et puis cette pandémie là qui a mis tout le monde en difficulté en disant voilà, en fait on ne maîtrise rien et nos parents particulièrement ne maîtrisent rien, et qu'est-ce qu'on va devenir ? Vous avez l'impression que, et c'est peut-être également leur montrer que la situation a également des points positifs, il faut être optimiste également. Pour quelles raisons ? Bon, je vois bien qu'il peut y avoir, il peut y avoir effectivement des craintes sur l'avenir de la planète, etc. Mais enfin, dans une certaine mesure, les jeunes Français, on peut aussi considérer qu'ils ont des conditions de vie, si on leur explique, qui sont plutôt favorables, non ? Je pense qu'ils n'ont aucun doute là-dessus. Ils ont des conditions de vie qui sont tout à fait favorables, mais je pense qu'ils s'intéressent aussi à ce qui se passe en dehors de la France. Ils s'inquiètent pour tout le reste de la planète aussi. Bien sûr qu'ils sont privilégiés, et ça, je pense qu'ils le savent. Et alors, vous prenez des étudiants plutôt dans cette fondation santé des étudiants de France ? Non, c'est un faux ami. Nous prenons des jeunes de 12 à 25 ans, on va dire particulièrement beaucoup d'adolescents et de tout jeunes adultes. Soit pour des problèmes psychiques, psychiatriques, soit pour des problèmes de médecine de l'adolescence, hein, problèmes somatiques, ou pour de la rééducation. On peut considérer que la médecine de l'adolescence, c'est un concept qui a émergé il y a quelques années, même si on a toujours pris en charge dans les années 60. Le concept a émergé dans les années 70 aux États-Unis, puis voilà, s'est développé.
En France, il peine encore un petit peu à émerger réellement, mais penser qu'il faut une prise en charge spécifique à cet âge qui est quand même très particulier, oui, ça commence à devenir important. Romaric Laville, je suis très heureux également de vous retrouver. Donc, Romaric, vous êtes médecin à Lyon et vous dirigez donc un établissement privé. Tout à fait. Vous prenez en charge également des jeunes. Oui, alors l'établissement est effectivement au sud de Lyon, l'Institut de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, et on prend en charge des jeunes âgés de 12 à 25 ans avec des troubles psychiques et des difficultés à réinsérer la société. Quelle est la différence peut-être entre vos deux patientèles, vous par exemple, Romaric? C'est une bonne question, assez complexe, oui. Je dois dire. La question elle est aussi sur peut-être le lieu où est-ce qu'on travaille. À Lyon, on est dans un secteur proche des hôpitaux spécifiques et je trouve que la surcharge des hôpitaux spécialisés en troubles mentaux pour les adolescents déborde et on récupère un petit peu ces jeunes-là qui sont en errance actuellement. Alors, je pense que la population qu'on recueille n'est pas si différente finalement que ce que vous devez avoir dans vos établissements. Donc, dans nos établissements, il y a une partie qui est de la psychiatrie. Donc là, je pense qu'on est très, très proche oui. sur les patients. Après, moi, la partie dont je m'occupe, qui est la partie pédiatrique, on reçoit des jeunes qui ont n'importe quelle maladie somatique, un diabète, une drépanocytose, etc. et qui ont besoin de soins de plus longue durée que ce qu'on peut leur proposer dans les hôpitaux publics. Avec, en plus, donc la spécificité à la Fondation, c'est le soin-études, puisque nous avons des annexes de l'éducation nationale dans chacun des centres. Donc ça permet de reprendre la scolarité aussi chez ces jeunes qui, pour des raisons de maladie ou des raisons diverses, ont un petit peu quelquefois eu des difficultés scolaires. Et vous, Romaric Laville, comment vous caractériseriez la situation épidémiologique que nous avons évoquée avec Chantal Steneur? Si je dis dramatique, je pense qu'on est à peu près dans ce qui se passe actuellement. Le dernier rapport de la Cour des comptes est assez élogieux par rapport à ça. Alors, là où je vous rejoins effectivement, c'est que la difficulté psychique de nos jeunes a augmenté avant la question de la pandémie. Éloquent. Tout à fait. Parce que je pense que le rapport n'était pas élogieux, justement. Pardon, excusez-moi. Oui. En tout cas, élogieux dans le sens où je trouve qu'il a l'avantage de mettre en valeur, malgré tout, les réelles difficultés actuellement en France, où il a pu mettre l'accent sur le fait que cette pandémie n'était pas venue exploser un système existant, mais plutôt mettre en valeur des difficultés d'organisation et de prévention telles qu'elles sont organisées sur le territoire français. Mais sur ce que disait Chantal Steneur, sur les sentiments que les jeunes Français aujourd'hui vivent, ont, notamment vis-à-vis de leur environnement, de leur société, de ce qu'on leur demande, hein, si j'ai bien compris. Oui. Vous ressentez ça également? Oui, trop de pression? Je suis complètement d'accord. Et il est vrai que la question des réseaux sociaux est quand même quelque chose d'assez important. La communication pour les jeunes est massive avec ces réseaux-là, pas forcément contrôlée. Et du coup, ces préoccupations font le tour de la planète assez rapidement. Donc oui, je rejoins complètement ça. Donc une dégradation que vous ressentez à la fois, si je comprends bien, dans la situation médicale, mais également dans l'organisation de vos activités. Comment vous travaillez, par exemple, dans votre établissement que vous dirigez et les structures publiques ou les structures de ville? Alors, décrivez-nous un petit peu ce que vous faites. Nous, l'établissement, le but, c'était de pouvoir travailler en partenariat avec les établissements avec lesquels on était sur le département. Donc on a des conventions avec les hôpitaux de Lyon, avec le centre hospitalier du Vinatier, et on arrive à travailler en bonne entente avec tous les professionnels. Et là, la question du public ou du privé n'émerge pas à cet endroit-là, et ça nous permet de pouvoir associer nos compétences pour éviter, j'allais dire, ce flou, parce que la réalité, c'est qu'on a des familles qui sont complètement perdues. On a des parents qui viennent dramatiquement taper à nos portes en nous disant « mais je cherche désespérément un pédopsychiatre depuis 2 ans ». Les hospitalisations sont surchargées. Aujourd'hui, on a plus de 80% des adolescents qui sont hospitalisés sur des services de soins somatiques ou adultes parce que les services de pédopsychiatrie ne sont pas en capacité d'accueillir tous ces jeunes en difficulté. Donc on a ces parents-là et on accueille un petit peu cette souffrance-là et après on essaye de réorienter sur la question du parcours d'aval. Et là, on a une grosse problématique sur cette question d'aval. Par manque de structure, par manque de relais, par manque de soignants, de médecins, mais aussi de personnel soignant?
Alors, ce que je crois, alors il y a une réalité en termes de manque de pédopsychiatres. Ça, c'est un fait. On a une décroissance depuis 2016 qui s'est accentuée fortement depuis 2021. L'autre question, c'est la question de la communication. On a sur le territoire, quand on sort un petit peu de nos établissements, beaucoup de réseaux associatifs, beaucoup de réseaux de soins, mais on se rend compte que la coordination entre ces réseaux-là, je trouve, reste quand même très compliquée, alors qu'on pourrait, je trouve, associer des forces de manière assez intéressante. Même à Paris? Même à Paris, même si on essaye vraiment de se mettre en réseau et de travailler ensemble, etc., il y a encore je dirais, des ressources qui sont peut-être moins exploitées. Puis je pense qu'il faut repenser un peu le système, repenser un peu le tout hospitalier, travailler l'ambulatoire énormément pour essayer d'éviter les engorgements dans les hospitalisations, avec en plus comme ça une implication de la famille beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. Ce sont des choses qu'il faut repenser. Et ces assises de la psychiatrie, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Qu'est-ce qu'elles vont apporter? Alors là, on en est aux assises de la pédiatrie en ce moment. Je ne sais pas complètement ce qu'elles vont apporter. En tout cas, vous y impliquez? Tout à fait. On a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de propositions. Maintenant, on va voir celles qui sont retenues. On espère que certaines de nos idées vont être retenues pour améliorer, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes en situation psychique difficile atterrissent dans les services de pédiatrie, voire des services de pédiatrie de surspécialité. Et moi, je les plains, et ces jeunes, et les gens qui s'en occupent, mais surtout les jeunes, parce qu'ils ne sont pas du tout au bon endroit. Donc, en fait, les soins ne sont pas du tout adaptés. Sur les mesures qui ont été prises récemment par les pouvoirs publics, il y a eu les 1000 jours. Donc, la naissance, et pendant 1000 jours. Ça, quel jugement vous portez en tant que médecin? En tant que pédiatre, je peux pas dire que c'était pas bien. C'est très très important de s'intéresser aux 1000 jours. Maintenant, j'espère qu'ils vont faire la même chose pour l'adolescence, puisque je pense que c'est une autre période extrêmement critique du développement. Et sur la psychiatrie, qu'est-ce qu'il faudrait, quelles seraient vos propositions concrètes, vous? Pouvoir penser un système avec plus de personnes, c'est une réalité. Maintenant, la question de la communication, et là je vous rejoins effectivement, on a beaucoup d'existants non exploités. Je pense à l'éducation nationale, qui sont présents en première ligne sur des questions de repérage. Je pense effectivement à la formation de médecins généralistes ou de pédiatres, même si effectivement la question de la pédiatrie est quand même bien défavorisée aussi en termes de présence sur le terrain. Mais la question de cette première ligne et essayer de casser l'hétérogénéité de ces prises en charge, elle est centrale. La médecine scolaire va mal, on le sait. Un rapport parlementaire vient de sortir, je crois aujourd'hui ou hier, qu'il faudra analyser. Est-ce que c'est vraiment pour vous également un manque vraiment important et qu'il faut prendre... C'est primordial. Moi, j'ai la chance de participer à la formation des médecins scolaires qui, tous les ans, moi, je suis impressionnée, ils sont extrêmement motivés. Mais je pense qu'à peu près tous les ans, aller dans l'amphi, il doit y avoir entre 15 et 20 personnes à être formées. Donc, imaginez, réparties sur tout le territoire, ça fait pas beaucoup de monde. Hein. Mais vous les formez à quoi? À la médecine de l'adolescent. Et il y a d'autres formations donc sur la spécificité de médecin scolaire, mais à la médecine de l'adolescent, oui. On a un manque crucial, cruel de médecins scolaires. C'est une évidence, ils ne peuvent pas faire leur travail, ils en sont désolés. Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer peut-être un travail des collaborations, coopérations, dit-on, entre médecins et soignants, infirmiers notamment, qui pourraient améliorer quand même les choses? Oui, et puis je pense que c'est des choses qui sont déjà en place. Enfin, les infirmiers, les infirmières scolaires sont déjà pleinement, je pense, sur des préoccupations qui devraient être sur la question des médecins scolaires. Le problème actuellement, c'est que nos médecins scolaires font surtout de l'urgence. Ils vont s'occuper de la situation compliquée et la question de la prévention et du repérage n'existe plus. Aujourd'hui, effectivement, on a toute cette question des infirmiers en pratique avancée. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment en pédopsychiatrie. Et j'ai du mal, à vrai dire, à penser que l'on n'ait pas envie d'être pédiatre quand on est médecin. Alors, oui, ça c'est une idée. Je pense que ça fait peur quand même, hein, de s'occuper, surtout de s'occuper des tout petits.
qui ne parlent pas, donc ça fait très peur. On a l'impression qu'ils ne vont pas nous raconter les choses. Après, le parcours en pédiatrie est quand même extrêmement difficile, avec énormément de gardes, beaucoup d'astreintes, des horaires qui sont quand même qui débordent. Et cette particularité-là, sachant que si on veut rester à l'hôpital après, on sait qu'on fera des gardes toute sa vie, des gardes de nuit aux urgences, en plus du travail habituel. Et cette difficulté du travail au quotidien fait peur. Vous arrivez quand même à motiver les jeunes médecins, les jeunes confrères et consoeurs à faire de la pédiatrie, à s'occuper des enfants, des petits, nos petits. Je pense, mais c'est vrai que moi je vais plutôt essayer de les motiver à faire de la médecine de l'adolescent, puisque c'est ça moi qui me fait vibrer. Donc oui, il y en a de plus en plus que ça intéresse et j'en suis vraiment ravie. Je voulais juste revenir sur une de vos questions avant sur les autres professions que les médecins pour s'occuper des ados. Il y a quand même sur le territoire français les maisons des adolescents. Je pense qu'il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont tenues, on va dire, et l'accueil est tenu par des non-médecins, des infirmières, des psychologues, des éducateurs, etc., et qui font un travail extraordinaire de dépistage, prévention et aussi pour orienter en fonction des difficultés. Un dernier mot peut-être sur une question qui a toujours été liée, madame, à l'adolescence, enfin plus peut-être qu'à l'âge vraiment adulte, ce sont les addictions. Là, peut-être un mot sur les évolutions, les nouvelles pratiques, l'un et l'autre, pour terminer notre entretien. Il y a toujours eu des nouvelles pratiques, que ce soit en addiction ou autre. Les choses évoluent, il y a des nouveaux produits, il y a aussi des addictions sans produits qui évoluent, qui se développent. Les adultes ont toujours été un petit peu en retard. Voilà, ça continue, c'est normal, c'est l'adolescence, ils nous poussent et ils sont bien en avance sur nous. Romaric Laville, pour terminer. Je dirais que la vraie innovation dans ce secteur-là, ce serait la peur de ne pas en parler. Et ça, pour le coup, on est sur des choses qui sont un peu plus verbalisées, c'est des choses qui peuvent se communiquer. Mais dans le cadre de la santé mentale, je trouve que le fait de déstigmatiser et de pouvoir communiquer réellement sur ce que c'est sans en avoir peur, parce que l'adolescent fait peur aussi, d'une certaine manière, et ne plus avoir peur de tout ça, ce serait une vraie innovation. Voilà, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, hein, c'est un petit peu ce que j'ai retenu. Quelques-uns de vos confrères récemment ont fait une tribune, un vrai cri d'alarme, hein, sur la situation. Et là, la vraie dernière question, c'est est-ce que cette situation difficile que nous connaissons, on la connaît dans nos pays voisins comparables ? Tout à fait, c'est exactement la même chose, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est exactement la même chose. Ils ont vu aussi une augmentation extrêmement importante des consultations pour, on va dire, dépression, tentative de suicide, troubles des conduites alimentaires, etc. Et ça continue, donc on est vraiment, on est dans le monde. Voilà, mais j'espère que les ministres qui viennent de passer nous ont écoutés, mais en tout cas, nous entendrons. Merci Romaric Laville d'être venu sur le plateau de FHP Direct. Et vous, merci beaucoup, professeur Chantal Stenner. Merci à vous.